à tous et à toutes à ce webinaire. Je m'appelle Françoise, j'ai le plaisir de partager aujourd'hui avec vous des recherches que mes collègues de Mercury Research ont fait concernant la confiance. Je suis consultante chez Mercury depuis presque 7 ans et au cas où vous vous demandiez d'où vient mon accent, je suis néerlandaise. Les Néerlandais, nous sommes connus d'être straight to the point, mais pour nous aussi, la confiance est clé dans les relations et donc un facteur crucial pour développer nos ventes. La confiance est la base de tous les types de relations. C'est la source numéro 1 de succès et de prospérité dans toutes les dimensions de la vie, peu importe où, dans une équipe de foot, en famille, entre amis, collègues, dans une entreprise, faire confiance à la société, l'économie, et notamment dans les affaires et dans les ventes. Sans confiance, il n'y a pas d'affaires. Sans confiance, il n'y a pas de vente. C'est aussi simple que ça. Alors, pour vos questions, vous avez la possibilité de laisser vos questions, remarques dans le chat box et nous allons garder un petit moment à la fin pour en parler et pour répondre à vos questions. Alors, pourquoi nous parlons de confiance aujourd'hui? Je veux dire, la confiance a toujours été importante. Eh bien, la raison est simple, car en temps de crise, en temps d'incertitude et en période d'instabilité, la confiance devient la principale source d'avantages concurrentiels. Pourtant, le mot et la définition de la confiance n'est pas toujours bien comprise et même parfois négligée. Par conséquent, pour en savoir plus sur la confiance et ce que nous pouvons faire pour augmenter le niveau de confiance, Mercury International a lancé l'année dernière un projet de recherche en collaboration avec la société Scribe. Et dans le cadre de nos recherches, nous avons interrogé près de 1000 cadres supérieurs en B2B et nous leur avons demandé qu'est-ce qui vous fait faire confiance à un vendeur? Qu'est-ce qui vous fait faire confiance à un fournisseur? Et qu'est-ce qui vous donne envie d'acheter chez eux? Alors, les résultats, ils ont montré qu'il existe 6 dimensions fondamentales de la confiance qui expliquent pourquoi certains vendeurs et organisations sont plus fiables que d'autres. 6 dimensions de confiance qui changent à jamais les ventes. Mais aujourd'hui, je vais partager les 5 les plus importants avec vous. Mais avant de plonger dans ces dimensions, revenons un peu en arrière de mieux comprendre le concept de confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? Qu'est-ce que ça signifie quand quelqu'un vous dit « je vous fais confiance » ou « j'ai confiance en votre entreprise ». Pour comprendre cela, nous avons dû partir d'un point de vue humain. Pas de confiance, pas de mariage. Mais la confiance n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter. Ce n'est pas une instruction. On ne peut pas simplement dire « faites-moi confiance et vous le faites ». On ne peut pas simplement dire « épousez-moi et vous le faites ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La confiance est un sentiment. Alors, d'où vient ce sentiment? Laissons-nous revenir plusieurs années en arrière. Il y a environ 50 000 ans, jusqu'au premier jour des Homo sapiens, à cette époque, le monde aussi était rempli de dangers. Les gens devaient travailler dur pour survivre. Il n'y avait pas de nourriture. Les gens, ils s'entretuaient, ils essayaient de défendre des animaux dangereux. Et ils vivaient seuls dans la peur. Et puis, nous avons évolué et nous avons compris que vivre et travailler ensemble dans les tribus est plus sûr. Nous nous sentions en sécurité. Il y avait une réelle confiance et coopération. Les gens, ils pouvaient dormir tranquillement la nuit malgré les dangers, car quelqu'un de la tribu fera confiance au danger, fera attention au danger. Ils avaient confiance l'un envers l'autre. Et si nous ne pouvons pas faire confiance, nous ne surveillerons pas les dangers. Et c'est très mauvais pour la survie. C'est la même chose dans le monde moderne. Le monde est rempli de dangers, des choses qui essaient de frustrer nos vies et de réduire nos chances de succès. Il peut s'agir de nouvelles technologies qui rendent votre modèle d'affaires obsolète du jour au lendemain, ou d'un nouveau concurrent qui vient s'installer près de chez vous et qui veut voler vos clients. Mais aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'autres dangers, comme par exemple le changement climatique, la pandémie, la guerre Ukraine, l'hyperinflation, la crise énergétique, l'inégalité croissante des fuites de données, l'éco-responsabilité, les fake news,
Et puis, l'instabilité politique. Toutes ces choses sont des dangers pour nous, les humains. Et plus nous sommes confrontés à un danger, plus la confiance devient importante, et pas des moindres dans les affaires. Regardez ce graphique. Ce graphique ici montre comment la confiance diminue avec le temps. Au cours des 50 dernières années, le niveau de confiance dans les grandes entreprises a diminué d'environ 50%. Seulement 14% disent faire confiance aux grandes entreprises. 14%. Et la seule chose que nous pouvons faire dans un monde plein de dangers est de regarder déjà à l'intérieur de notre propre société, de notre propre organisation, et de faire tout ce que nous pouvons faire pour nous assurer que nos employés se sentent en sécurité lorsqu'ils travaillent pour nous et que nos clients se sentent également en sécurité lorsqu'ils achètent chez nous et collaborent avec nous. Par conséquent, nous pouvons dire que la confiance est un sentiment ou une croyance que quelqu'un est bon, sincère et honnête et ne vous fera pas de mal, ou quelque chose est sûr et fiable. Cela signifie que si vous dites « je vous fais confiance », je dis « je crois en vous ». Je suis prête à m'engager avec vous ou je suis prêt à vous épouser parce que je me sens en sécurité. Mais pourquoi c'est important dans un point de vue économique? À côté du fait que les acheteurs qui vous font confiance sont plus fidèles, ils sont plus susceptibles d'acheter chez vous, ils sont plus susceptibles de vous recommander. Il y a deux autres raisons importantes pour lesquelles la confiance est cruciale dans les affaires. Tout d'abord, si la confiance augmente, la vitesse des affaires augmente et le coût des ventes diminue. Dans les ventes, cela signifie que nous pouvons gérer notre entreprise de manière fluide et efficace. De la même manière, si la confiance diminue, la vitesse des affaires diminue et le coût de votre vente augmente. Alors, je vous donne un exemple d'une transaction qui a lieu au début des années 2000. Warren Buffett, que vous connaissez certainement, il a conclu une acquisition importante d'une unité de distribution Walmart. Une transaction d'une valeur de 23 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, une fusion de cette taille prendra plusieurs mois et coûterait plusieurs millions de dollars pour payer les comptables, les avocats, pour vérifier, valider, revérifier, revalider toutes sortes d'informations. Et pourtant, l'accord de Warren Buffett a été conclu lors d'une réunion de 2 heures et d'une poignée de main. En plus, en moins d'un mois, l'accord a été signé. Comme la base de cet accord était fondée sur la confiance, la vitesse de la transaction a augmenté et le coût de vente a diminué. Cela vaut pour toutes les entreprises. Si nous établissons la confiance, nous pouvons faire des affaires à la fois plus rapidement et à moindre coût. Mais cela soulève également une question très importante. Comment peut-on gagner la confiance de nos interlocuteurs? Comment est-ce que les acheteurs peuvent avoir confiance en un fournisseur ou un vendeur? Quelles sont les 5 dimensions, selon la recherche, qui fait qu'ils se sentent en sécurité, qui sont prêts à s'engager avec vous et qui vous aident à établir des relations solides et puissantes? Imaginez-vous être dans cette situation-ci. Vous avez une réunion avec un nouveau client potentiel et vous avez plusieurs membres de l'équipe de direction devant vous. Vous êtes là pour présenter votre entreprise et pour présenter une proposition que vous avez créée pour eux, qui répond à leurs besoins. La question qui se pose, c'est comment vont-ils vous juger? Qu'est-ce qui fait qu'au final, ils vont vous faire confiance et en fin de compte, ils vont bien acheter chez vous? La première dimension la plus importante sur laquelle vous serez jugé, c'est votre fiabilité. En d'autres termes, croit-il que vous ferez ce que vous avez promis de faire? C'est donc le facteur le plus important pour faire confiance à un vendeur ou un fournisseur. Sans fiabilité, il n'y a pas d'affaire. Sans fiabilité, nous ne nous sentons pas en sécurité. Et sans fiabilité, nous ne pouvons pas créer de lien avec nos pairs.
Lorsque vos clients achètent un produit ou un service, ils ont certaines exigences et attentes. Ils veulent être sûrs de recevoir les prestations promises. Ils veulent que les produits et services soient livrés à temps et ils veulent le résultat attendu. Alors, trop promettre et sous-livrer est une des recettes sûres pour l'échec et la perte de confiance. Alors, la recherche montre que seulement 8% des acheteurs en B2B font ouvertement confiance aux promesses faites par les entreprises. 8%. Cela signifie que pour gagner la confiance du client, nous devons prouver que nous ferons ce que nous avons promis de faire. Alors, du point de vue du vendeur, si vous dites que votre produit augmentera la rentabilité du client, assurez-vous que votre produit augmentera la rentabilité de 5%. Si vous dites que vous livrez une mise en œuvre dans les 3 mois, assurez-vous de livrer la mise en œuvre dans les 3 mois. Et si vous dites que vous revenez demain avec une proposition, assurez-vous d'être vraiment de retour le lendemain avec une proposition. Et si vous faites ce que vous dites encore et encore, vous gagnez la confiance. Mais sont tous les vendeurs fiables? Eh bien, la plupart d'entre nous ont de bonnes intentions. Mais malgré tout, parfois, nous rompons nos promesses aux clients. Et bien, pourquoi? Une des raisons, c'est que nous sommes parfois trop impatients de faire la vente, ce qui nous fait avoir tendance à exagérer ou déformer la vérité. C'est peut-être parce que nous ressentons une pression pour conclure l'affaire. Nous avons peur de perdre une affaire. Nous avons la pression de notre manager, de notre direction. Ou nous nous mettons la pression nous-mêmes parce que nous avons une maison à payer ou nous voulons offrir le voyage le plus beau à nos conjoints ou conjointes. On a peur de la concurrence. Une autre raison, c'est que nous avons parfois un manque de connaissances sur ce que nous vendons. Parfois, les vendeurs montent ou rompent leurs promesses parce qu'ils ne se sentent pas sûrs de ce qu'ils vendent. Ils sont trop gênés de dire « alors là, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas ». Alors qu'ils devraient dire tout simplement « je ne sais pas pour le moment, mais je me renseigne et je reviendrai vers vous demain avec une réponse ». Une troisième réponse, c'est que parfois nous sommes trop optimistes ou naïfs. Nous croyons vraiment que nous serons en mesure de faire tout ce que nous avons promis de faire. Nous ne sommes tout simplement pas réalistes. Il se peut aussi que certains vendeurs soient trop concentrés sur l'argent, où ils voient le mensonge comme le seul moyen de gagner de l'argent rapidement. Mais la raison la plus courante, c'est que nous souffrons parfois d'une mauvaise coopération en interne. Aujourd'hui, les ventes deviennent de plus en plus complexes. Ce qui veut dire que nos solutions doivent être de plus en plus personnalisées parce que nous avons plusieurs interlocuteurs à convaincre. Et les commerciaux, ils ont également besoin de plus d'aide de la part de leur organisation, des expertises de leurs collègues. Cela signifie que faire et tenir des promesses n'est pas un one-man show. C'est un travail d'équipe. Et pourtant, parfois, nous souffrons d'une mauvaise coopération en interne parce qu'on ne rame pas dans la même direction. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Et bien, le travail d'équipe, les vendeurs, ils travaillent mieux en équipe si la direction ne fait pas trop de pression et quand l'équipe soit alignée sur le processus de vente et le rôle de chacun. Lorsque nous travaillons bien en équipe, il est plus facile de tenir nos promesses. D'autre part, c'est toujours le vendeur qui est responsable des promesses qu'il a faites. Si l'entreprise ne parvient pas à livrer la valeur promise, en fin de compte, c'est le vendeur qui perdra confiance et qui perdra sa réputation. Tenir ses promesses commence toujours par nous-mêmes en tenant nos propres engagements. Et vous allez peut-être vous reconnaître, près de la moitié de la population se fixe chaque année des bonnes résolutions. Cette année, je vais arrêter de fumer. Cette année, je vais perdre du poids. Cette année, je vais réellement faire mes 12 rendez-vous par semaine.
mais seulement 9% les tiennent réellement. Alors, que se passe-t-il lorsque nous faisons cela chaque fois? Non seulement nous perdons confiance en notre propre capacité à tenir nos promesses, mais nous ne parvenons pas non plus à projeter la force personnelle de caractère qui inspire confiance. Par conséquent, si vous faites une promesse à vous-même, vous devez traiter cette promesse avec beaucoup de respect. Chaque fois que nous prenons et respectons un engagement envers nous-mêmes, plus nous avons confiance en nous-mêmes. Et plus nous avons confiance en nous, plus nous devenons crédibles. Pensez maintenant à la question suivante. Combien de vos clients vous décrirez, vous et votre entreprise, comme fiables? Ce qui signifie que vous faites toujours ce que vous avez promis de faire. Et que devez-vous faire pour vous assurer de ne pas trop promettre et sous-livrer? Donc, la fiabilité est la première dimension sur laquelle le client vous jugera. Mais quelle est la deuxième? La deuxième dimension la plus importante est votre compétence. La compétence fait référence à votre capacité à démontrer que vous savez de quoi vous parlez. Cela comprend vos capacités, vos connaissances, vos résultats, mais également vos antécédents et vos références. Mais quelles sont les compétences les plus importantes pour instaurer la confiance? Quelles compétences devons-nous faire constamment développer pour que le client se sente en sécurité et qu'il nous fasse confiance? Alors, pour répondre à cette question, laissez-moi vous montrer quelques résultats de l'un de nos projets de recherche précédents où nous avons analysé plus de 6000 vendeurs dans les pays nordiques pour savoir ce qui distingue les vendeurs très efficaces. Et dans cette étude, nous avons trouvé 5 catégories de compétences. Ces compétences diffèrent légèrement selon le rôle que vous avez au sein d'une entreprise ou la complexité de l'entreprise, mais en général, elles s'appliquent à tous les types de vendeurs. Tout d'abord, si vous voulez réussir dans les ventes, vous avez besoin d'une certaine compétence d'attitude. Cela signifie que vous avez la capacité de vous motiver, que vous avez une passion pour la vente, que vous êtes optimiste et que vous vous fixez des objectifs et que vous avez un état d'esprit d'apprentissage. C'est ainsi que vous vous poussez vers l'avant et que vous exécutez les choses que vous devez faire pour réussir. La deuxième compétence, ce sont les compétences relationnelles. Si vous êtes dans la vente et faites donc des affaires avec d'autres personnes, vous devez être bon dans des domaines tels que l'établissement des relations, l'intelligence émotionnelle, être capable de montrer de l'empathie, être capable de collaborer et communiquer avec nos différents interlocuteurs. La troisième compétence, ce sont les compétences de nos techniques de vente. C'est votre capacité à utiliser différentes techniques pour parvenir à un accord avec un client, avoir la bonne structure dans un rendez-vous client. Cela inclut les étapes comme la préparation de rendez-vous, comment est-ce que je me présente, le pitch de positionnement, d'avoir une écoute active, montrer de l'empathie, mais aussi d'être capable de montrer notre assertivité, poser les bonnes questions, faire une argumentation qui montre la valeur ajoutée pour nos clients et nos interlocuteurs. Demander, être capable de demander un engagement et d'être capable de négocier. La quatrième compétence, c'est l'essence des affaires. Cela signifie que vous possédez des compétences telles que les connaissances de votre client, avoir une expertise de leur industrie et leur marché, la connaissance de leurs produits et de nos produits lesquels sont le plus adaptés à nos clients, et surtout d'avoir un état d'esprit consultatif. Et puis, la dernière expertise qui est nécessaire, certaines dernières compétences, c'est notre expertise technique. Cela signifie que les vendeurs doivent également être férus de technologie. Par exemple, depuis la COVID, les gens, ils ont dû apprendre à faire des réunions en distance. Ce n'était pas toujours évident pour tout le monde, pour des anciens qui ont toujours fait des rendez-vous en face à face.
vous ne savez pas comment utiliser les outils. Savoir utiliser la technologie intelligente pour générer des prospects, engager des clients et augmenter la productivité. En d'autres termes, pour réussir dans la vente, il y a beaucoup de compétences que nous devons constamment développer. Mais selon vous, laquelle de ces 5 compétences a le plus grand impact sur l'établissement de la confiance? Alors, ils contribuent tous à la perception globale de la compétence d'un vendeur, mais la catégorie de compétences la plus importante par laquelle l'acheteur vous jugera est votre sens des affaires. Avoir un état d'esprit consultatif, être capable d'ajouter de la valeur au-delà du produit et aider le client à résoudre ses problèmes. Et c'est ça qui compte le plus pour les acheteurs. Les acheteurs vont vous voir comme un réel partenaire parce que vous voulez les aider à atteindre leurs objectifs. Alors, nous avons trouvé qu'il y a 5 éléments essentiels qui sont particulièrement importants pour être perçu comme un créateur de valeur ou pour que le client il vous voit comme un réel partenaire. La première compétence essentielle est la capacité de créer des solutions uniques pour les clients. 49% des répondants affirment que c'est crucial pour gagner leur confiance. Deuxièmement, apporter aux clients de nouvelles informations basées sur la recherche et les tendances. Les grands vendeurs agissent comme des leaders d'opinion, guidant le client vers l'avenir, lui disant ou lui conseillant quoi faire. Troisièmement, une compréhension approfondie de l'industrie de l'organisation des clients. Les grands vendeurs ajoutent de la valeur en sachant plus sur le client que le client n'en sait sur lui-même. Quatrième, éduquer. Il faut qu'on soit capable d'éduquer, inspirer et mettre le client au défi de changer. Nos recherches montrent que les acheteurs aiment et font confiance aux personnes dont ils apprennent ce qui les met au défi, mais de manière, bien évidemment, éducative et empathique. Et enfin, dans le top, on retrouve la compétence être proactif et anticiper les problématiques futures des clients. Ces 5 éléments nous en disent long sur ce que nous devons développer pour devenir un conseiller de confiance ou pour devenir un partenaire. Nous devons ajouter de la valeur au-delà du produit, guider le client vers l'avenir et être des experts pour l'aider à résoudre ses problèmes. Je vous laisse répondre aux questions suivantes. Que devriez-vous faire pour que le client soit prêt à payer pour une réunion avec vous? Alors, c'est une excellente question à vous poser constamment. Que devez-vous faire? Que devez-vous changer? Que devez-vous apprendre et quelles compétences devez-vous améliorer? Donc, la fiabilité est la dimension numéro 1. La compétence est également cruciale pour établir la confiance. Mais quelle est la troisième dimension? La troisième dimension sur laquelle vous seriez jugé est votre intégrité. L'intégrité signifie que vous avez un ensemble de valeurs authentiques auxquelles vous croyez et avec lesquelles les autres ont tendance à être d'accord. Et comme ils acceptent ces valeurs, ils sont plus disposés à agir avec vous. Cela signifie également que vous êtes honnête, transparent et que vous faites ce qu'il faut parce que c'est la bonne chose, même si cela vous coûte. Si vous êtes intègre, vous utilisez vos valeurs et vos principes pour prendre les bonnes décisions. J'ai un excellent exemple à partager avec vous. Il y a quelques années, au 3e tour du Master italien, le champion de tennis, Andy Roddick, que vous voyez ici à l'écran, a joué un match contre l'Espagnol Fernando Verdasco. Dans le 2e set, c'était également une balle de match en faveur de Roddick. Lorsque Verdasco a frappé son 2e service, le juge a appelé le ball out. Et tout le monde a commencé à féliciter Roddick parce qu'il avait gagné le match. Verdasco, il s'est dirigé vers le filet pour serrer la main de son confrère, comme si le match était terminé.
Mais Andy Roddick, il n'a pas accepté le point. Au lieu de cela, il a dit non, la balle, elle était in. Et il a donc attribué le point à Verdasco. Tout le monde a été surpris. Il a fait un appel contre lui-même. Et au final, il a même perdu le match. Bien que Andy Roddick ait perdu le match ce jour-là, il a gagné quelque chose de beaucoup plus grand. Il a gagné en crédibilité. Il a gagné la confiance. Le comportement d'Andy Roddick ce jour-là est devenu un symbole, ce qui est maintenant appelé le choix Roddick. Il a fait preuve d'intégrité, même si cela lui a coûté le match. Cette vulnérabilité est rarement vue dans le monde du sport, mais ni dans le monde des affaires. Et pourtant, c'est crucial si vous voulez gagner la confiance. Un autre exemple. Supposons qu'un de vos clients vous demande une solution spécifique. Vous savez que vous pouvez fournir une solution, mais pas avec la même qualité que l'un de vos concurrents. Que faites-vous? Recommandez-vous le concurrent ou essayez-vous de gagner l'affaire coûte que coûte? La plupart des vendeurs essayent de gagner le contrat, bien que leur solution n'est pas forcément la meilleure pour le client. C'est pourquoi l'intégrité est si important. C'est aussi ce qu'ils disent les répondants à notre enquête. Presque tout le monde, 84% des acheteurs de notre enquête disent « Si vous voulez gagner ma confiance, assurez-vous de respecter des valeurs et des principes authentiques. » 63% disent qu'il est crucial de fournir des informations véridiques, impartiales et fiables. Mais aussi, soyez naturel, transparent et authentique dans la communication. Soyez ouverts sur la politique de l'entreprise et s'assurer que nous comprenons les conditions offertes. Toutes ces idées nous disent une chose importante, l'intégrité est donc plus important que jamais pour les acheteurs. Donc, live our values every day. Vivons nos valeurs tous les jours, même si ça nous coûte. Nous devons intégrer nos valeurs fondamentales dans le cœur et l'esprit de chacun afin de ne pas nous contenter de juste les dire. Nous devrons les pratiquer dans tout ce que nous faisons. C'est aussi la raison pour laquelle presque toutes les entreprises ont un ensemble de valeurs fondamentales. Mais quelle est la valeur fondamentale la plus utilisée par les organisations selon vous? Je pense que vous n'allez pas être surpris. La valeur fondamentale est l'intégrité. On vient d'en parler. C'est intéressant. 65% des grandes entreprises ont l'intégrité comme valeur fondamentale stipulée sur leur site web. Suivi de la collaboration, de l'orientation client, le respect, l'innovation. Mais plus intéressant, c'est dans quelle mesure les entreprises vivent-elles réellement leurs valeurs? Par exemple, si une entreprise considère l'intégrité comme une valeur fondamentale, les employés sont-ils plus susceptibles d'être honnêtes et d'avoir des principes moraux forts par rapport à une entreprise qui n'inclut pas l'intégrité parmi ses valeurs fondamentales? Existe-t-il une corrélation entre les valeurs officielles et la mesure dans laquelle l'entreprise respecte ses valeurs? Eh bien, les données montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre les valeurs officielles et la culture d'entreprise. Aucune. En d'autres termes, la plupart des entreprises ne font que parler. Ils n'agissent pas. Et bien pourquoi? Pourquoi ne vivons-nous pas nos valeurs? Dans l'un de nos projets de recherche précédents, nous avons trouvé que seulement un vendeur sur 4, soit 25%, avait reçu une formation ou des informations sur les valeurs qu'il devait transmettre à ses clients. La conséquence, c'est que nous sommes assez confus. Quelle est la bonne chose à faire car nous n'avons pas les bons outils ou les bonnes connaissances pour traduire ces valeurs en comportement réel?
Et le pire scénario, c'est de ne pas agir selon un ensemble de valeurs authentiques. Et du coup, nous allons créer une mentalité de la fin justifie les moyens. Ce qui signifie qu'une personne est prête à tout pour atteindre des résultats. Et ça peut conduire à la tromperie, la fraude, à l'extorsion et la corruption. Et trop souvent, cela finit par des scandales d'entreprise. Nous nous souvenons tous du scandale Enron qui a caché des milliards de dollars de passifs. Ou bien le scandale BP lorsque leur plateforme pétrolière a explosé dans le golfe du Mexique. Ou bien le scandale Uber, accusé de harcèlement sexuel à multiples reprises. Ou le Battery Gate, où il s'est avéré qu'Apple avait ralenti les anciens iPhones. Ou lorsque Facebook n'a pas protégé les données personnelles des utilisateurs. Sans oublier le scandale des émissions de Volkswagen en 2015. Tous ces scandales sont une conséquence de la fin justifie la mentalité des moyens, qui coûte toujours des milliards de dollars sans parler de la perte de confiance. Lorsqu'une entreprise perd confiance, elle perd également 30% de sa valeur. Aujourd'hui, le scandale des émissions a coûté à Volkswagen plus de 33 milliards de dollars américains en amendes, pénalités et coûts de rachat, sans parler de la perte de confiance. Maintenant, je veux que vous pensiez à la question suivante. Dans quelle mesure vos clients utilisent-ils des mots comme axés sur la valeur authentique, transparent, honnête et ouvert lorsqu'ils vous décrivent vous et votre entreprise? Comme le client vous jugera par cela, nous devons tous considérer quels sont les mots de valeur et qu'est-ce que ça signifie pour vous. Alors, nous avons décrit donc la fiabilité, la compétence. On vient de terminer avec l'intégrité. Mais quelle est la quatrième dimension? La quatrième dimension sur laquelle vous serez jugé, c'est votre raison d'être. Qu'est-ce qu'on veut dire par la raison d'être? Dans nos recherches auprès des milliers de vendeurs, où nous avons observé ce qui sépare les meilleurs vendeurs avec des vendeurs moyens, il y a une différence majeure. Alors que les moins performants, ils essayent de vendre, convaincre le client d'acheter chez eux en démontrant la valeur et les avantages du produit. Et les plus performants, ils essayent d'aider. Ils avaient un état d'esprit différent. Ils essayent toujours de comprendre que puis-je faire pour les autres ou comment puis-je me rendre utile. Pensez-y. Les gens ne veulent pas être vendus, mais ils aiment acheter. Par conséquent, ils vous jugeront instinctivement par votre raison d'être et vous poseront la question, vous souciez-vous vraiment de moi? Vous souciez-vous vraiment de mon entreprise? Alors, les vendeurs qui ne se soucient pas des autres, ils sont motivés par leur propre ego. Ils ne se soucient pas du client, mais ils se soucient de leur propre portefeuille, leur propre argent, de leur bonus. Et s'ils se soucient un peu plus du client, ben le client est plus enclin à faire confiance. C'est ça la dimension raison d'être. Il fait référence à notre intention ou notre motivation d'aider, de prendre soin de nous soucier du client, mais aussi du bien-être des autres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important en faisant une comparaison avec les médecins. Disons, vous avez été victime d'un accident. Vous êtes blessé et vous entrez dans un hôpital et vous êtes accueilli par un médecin spécialiste. Qu'est-ce qui est votre premier instinct? Lui, priez-vous confiance. Faites-vous confiance au médecin. Probablement que vous le feriez. Comme 64% de toutes les personnes considèrent que les médecins sont dignes de confiance. En fait, les médecins ont la profession la plus digne de confiance au monde. Et pourquoi? Pourquoi faisons-nous confiance aux médecins?
Parce que nous faisons confiance à leur motivation. Nous avons confiance en leur intention. Nous croyons vraiment qu'ils se soucient de nous, qu'ils agissent avec empathie et qu'ils font toujours de leur mieux pour nous aider. Permettez-moi de comparer un médecin avec Leonardo DiCaprio dans le film Le Loup de Wall Street, quand il a joué un courtier en valeurs mobilières. Alors, je sais ce que vous pensez en ce moment même. Ah non, ce n'est pas une bonne représentation des ventes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourtant, près de 50% de toutes les personnes, quand ils ont vu ce film, ils croient que c'est une bonne représentation des ventes. Alors, cela en dit long sur les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Surtout si on considère que seulement 3% des gens en général considèrent que les vendeurs sont dignes de confiance. Seulement 3%. Allez voir n'importe quelle personne au hasard, même un autre vendeur, et demandez-leur s'ils font confiance à un vendeur. Presque tout le monde vous dira non. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance à leurs intentions. Et nous ne croyons pas qu'ils s'en soucient vraiment. Et au-delà, nous croyons instinctivement que leur intention est de vendre. C'est la raison pour laquelle nous devons changer notre état d'esprit. Et donc, arrêtez de vendre. Start caring. Commencez à vous occuper des autres, de vous soucier des autres. Nous devons ouvrir nos cœurs et démontrer que nous sommes là pour aider, que nous nous soucions des autres et que nous agissons toujours dans le meilleur intérêt du client. Parce que si c'est le cas, nous établissons la confiance. Et par conséquent, nous vendons. Mais comment pouvons-nous faire cela? Nous voulons tous gagner de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, la première étape est de découvrir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous avons tous le choix, que ce soit dans la vente ou dans la vie privée. Il y a des choix. Certaines d'entre nous, quand nous allons nous présenter ou quand on se présente à nos amis ou chez des clients, vous vous présentez et vous leur expliquez ce que vous faites. Je suis vendeur. Je viens vous présenter tel ou tel produit. Et votre succès se mesure parce que vous vendez votre chiffre d'affaires, le nombre de clients que vous avez gagné. Il y a aussi certains d'entre vous, quand vous vous présentez, vous expliquez comment vous faites ce que vous faites. Cela signifie que vous mesurez vos succès par la qualité du travail. Vous faites tant de rendez-vous par semaine. Vous expliquez comment vous avez réussi à créer une bonne relation avec vos clients et donc fidéliser certains clients. Et certains d'entre vous, quand vous vous présentez le pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous avez une raison, une cause qui vous motive, une croyance qui vous inspire, une raison d'être qui vous motive. J'aime aider les clients à développer leur entreprise et de répondre à leurs besoins. Alors, il n'y a rien de mal à aucun de ces trois choix. Nous avons tous des motifs différents pour expliquer comment nous souhaitons nous présenter. Mais si nous voulons établir la confiance, ce qui est fondamental dans les ventes, nous devons découvrir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi? Il y a Simon Sinek, un conférencier américain-britannique, qui cite une phrase « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous les faites. » Dire au public que vous espérez réaliser avec votre entreprise est ce qui motive les gens le plus. Allez voir n'importe quel décideur et si vous leur dites « Mon objectif est d'être payé, de conclure l'affaire, d'avoir mon bonus et d'apaiser les actionnaires de votre entreprise », eh bien, personne achètera vos produits. Mais si vous leur dites pourquoi vous faites ce que vous faites, ce qui vous motive le plus et quel est l'objectif de votre entreprise, c'est ça qui va inspirer les gens à agir. Alors, laissez-moi donner un exemple.
Quel est le but d'un bus? Est-ce que c'est d'obtenir du carburant? Ben non. Le but d'un bus, c'est de transporter des gens d'un point A à un point B. Mais sans essence, nous ne pouvons pas conduire le bus. Mais sans essence n'est pas le but. Les affaires sont les mêmes. Le but de l'entreprise n'est pas de faire de l'argent. Alors, il n'y a rien de mal avec l'argent. Ça nous motive. Mais nous avons besoin d'argent. Mais ça, ce n'est pas le but. Le but d'une entreprise est d'accomplir quelque chose, de rendre nos clients formidables, de créer un lieu de travail heureux, de progresser vers un objectif plus grand ou de contribuer à une société meilleure. C'est autre chose. Par conséquent, les entreprises du futur, les commerciaux du futur, doivent être beaucoup plus motivés par un objectif au-delà du profit. 62% des personnes interrogées disent que c'est crucial pour gagner leur confiance. Et l'objectif qui inspire la plus grande confiance est une véritable bienveillance. Cela signifie que nous devons défendre les croyances qui comptent pour les gens. Cela signifie que nous devons non seulement prendre soin du bien-être de nos clients, mais aussi démontrer plus de soin pour la société. Il suffit de regarder les chiffres suivants. 60% des acheteurs disent qu'il est crucial de contribuer au bien-être de la société. Environ la moitié des acheteurs disent qu'il est crucial de travailler à la protection de l'environnement, ou prendre soin du bien-être des employés et favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion au milieu de travail pour avoir confiance. En d'autres termes, la responsabilité sociale des entreprises est aujourd'hui une question de confiance, car nous avons tendance à croire davantage aux personnes et aux entreprises qui ont un but et se soucient du bien-être des autres. Un bon exemple, c'est la société Patagonia, une entreprise qui est devenue un symbole de ce qui signifie d'être motivé. Nous sommes en affaires pour sauver notre planète. C'est pas beau ça? Il signifie par là que les profits de l'entreprise seront utilisés pour protéger la planète plutôt que d'enrichir les actionnaires. En septembre dernier, le propriétaire est entré dans l'histoire. Vous connaissez certainement l'histoire. Hein? La Terre est maintenant notre seul actionnaire. Il a ensuite annoncé qu'au lieu de vendre Patagonia, ils ont transféré toute la propriété à 2 nouvelles entités à but non lucratif. Cela fait de Patagonia l'une des marques les plus fiables au monde. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'être aussi extrêmes et de céder toute notre propriété à une bonne cause pour être digne de confiance, mais nous devons changer l'état d'esprit de ce que c'est notre entreprise. Les affaires ne concernent pas seulement ce que nous réalisons, combien nous vendons ou combien de profits nous réalisons, mais les affaires, c'est aussi prendre soin, aider et donner. C'est comme ça que nous allons pouvoir gagner la confiance de nos clients. Je veux que vous réfléchissiez à la question suivante. Quelle est la raison d'être de votre entreprise? Vous souciez-vous vraiment de vos clients, du bien-être des autres et de la société dans son ensemble? Et défendez-vous des croyances qui comptent pour les gens? Et si vous pouvez répondre à ces questions de manière positive, vous serez jugé de manière positive par le client. Bien, nous avons parlé maintenant de la fiabilité, la compétence, l'intégrité, et la raison d'être. Mais quelle est la dernière dimension sur laquelle le client vous jugera? La 5e et dernière dimension, c'est votre réputation. La réputation est ce que vous obtenez lorsque vous maîtrisez les 4 premières dimensions de la confiance. C'est un résultat indirect de tout ce que vous faites. Pensez-y. Que disent les gens quand ils parlent de vous et de votre entreprise? S'ils parlent bien de vous, ils sont probablement prêts à vous recommander. Et s'ils sont prêts à vous recommander, vous renforcez votre marque et votre réputation, ce qui ouvrira la porte à plus d'opportunités commerciales.
Et c'est aussi plus important que jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de réseaux sociaux où votre réputation se répand plus vite que le vent. Si vous n'agissez pas selon les 4 premières dimensions de la confiance, ou même si vous en abusez, vous ruinerez votre réputation extrêmement rapidement. De la même manière, si vous faites la bonne chose, parce que c'est la bonne chose, vous pouvez construire votre réputation rapidement. D'après une étude d'Harvard, 84% des acheteurs en B2B commencent leur processus d'achat avec une référence. En outre, 90% de toutes les décisions d'achat sont influencées par des recommandations des pairs. Cela signifie que si vous n'avez pas une bonne réputation, les gens ils ne sont pas prêts à vous recommander. Et s'ils ne sont pas prêts à vous recommander, vous ne réussirez jamais dans une société de réseaux sociaux. Mais aussi une autre raison. Dans une société en réseau où nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous avons arrêté d'écouter et de regarder des publicités des entreprises. Et nous avons commencé plutôt à écouter des personnes en qui nous avons confiance. En d'autres termes, dans le monde dans lequel nous vivons, nous dépendons de notre réseau. Nous dépendons de notre réputation. Alors, que pouvons-nous faire pour bâtir notre réputation? Aujourd'hui, il y a un potentiel inexploité, toujours avec l'utilisation de LinkedIn, qui vous permet de construire votre marque personnelle et votre réputation. Regardez les statistiques suivantes. Aujourd'hui, il y a 810 millions d'utilisateurs de LinkedIn et parmi eux, 65 millions sont des décideurs. Parmi ceux-ci, il y a 8,2 millions sont des cadres supérieurs. De plus, 100% des dirigeants de la liste Fortune 500 utilisent LinkedIn. Et enfin, 80% des leads en B2B, ils sont générés sur des réseaux sociaux par LinkedIn. En d'autres termes, les médias sociaux ont créé une économie de réseau difficile à ignorer. En construisant notre marque personnelle, nous pouvons bâtir notre réputation et par réputation, générer plus d'opportunités d'affaires. Mais comment pouvons-nous faire cela? Comment construisons-nous notre marque personnelle pour que les gens y parlent en bien de nous? Laissez-moi vous donner quelques idées. C'est ce que nous appelons les 3 cercles de confiance dans les réseaux sociaux. Il y a 3 choses que vous devez considérer si vous voulez construire votre marque personnelle et votre réputation. Tout d'abord, vous devez définir votre expertise de base. Cela définit ce que vous faites le mieux. Par exemple, disons que votre expertise principale est la marque employeur. Alors, vous devrez écrire et partager des idées, des tendances, des recherches et des meilleures pratiques sur la marque employeur. Deuxièmement, afin de ne pas devenir trop monotone lors de la construction de votre marque, vous devriez également partager des idées qui définissent votre compétence. La compétence, qui est votre expertise de base, mais dans une perspective plus large. Par exemple, il pourrait s'agir de partager des idées sur le leadership, la culture, l'intégration, les incitations ou d'autres choses liées à la marque employeur. Ce faisant, nous démontrer non seulement que vous êtes un expert, mais aussi compétent dans une perspective plus large. La troisième chose concerne votre passion et vos valeurs. Ce cercle est basé sur les dimensions de l'intégrité et la raison d'être. Pour construire votre marque personnelle, vous devriez donc écrire sur des choses qui définissent qui vous êtes et en quoi vous croyez, ce que vous défendez et pourquoi vous faites ce que vous faites. En d'autres termes, agissez selon vos valeurs, votre passion et ce qui vous motive le plus. Comme vous pouvez le constater, ces 3 parties concernent l'aide, la bienveillance, la raison d'être.
ce qui va vous aider à augmenter votre marque personnelle et votre réputation, mais aussi à renforcer la marque de votre entreprise, car nous écoutons davantage les personnes qui travaillent pour une organisation plutôt que l'organisation elle-même. Par conséquent, veuillez tenir compte de ce qui suit. La question suivante, quelle est votre réputation aujourd'hui? Que disent les gens de vous et de votre entreprise? Et sont-ils prêts à vous recommander? Dans une entreprise, dans une société de réseaux sociaux, ce sont des questions cruciales à se poser. Et donc, c'était la 5e dimension et dernière dimension que je souhaitais partager avec vous sur la confiance. Permettez-moi de revenir sur la première question que je vous avais posée. Sur quoi vous allez vous être jugé quand vous allez présenter vous et votre entreprise à une direction que vous ne connaissez pas encore? Comment est-ce qu'ils vont vous juger? Et donc, la première dimension, c'est la fiabilité. Allez-vous faire ce que vous avez promis de faire? Serez-vous là quand on aura besoin de vous? 90% des dirigeants de notre enquête disent que c'est crucial pour gagner leur confiance. Deuxièmement, ils vous jugeront sur votre compétence. Avez-vous les compétences nécessaires et les connaissances appropriées pour résoudre le problème des clients? Pouvez-vous créer de la valeur au-delà du produit? La troisième dimension, c'est votre intégrité. Êtes-vous honnête et respectez-vous des principes et des valeurs authentiques? La quatrième dimension, c'est votre raison d'être. Vous souciez-vous vraiment du client et du bien-être des autres? Et la dernière dimension par laquelle ils vous jugeront est votre réputation. Les gens sont-ils prêts à vous recommander? Plus vous êtes performant dans ces dimensions, plus le client se sent en sécurité. Et plus que le client se sent en sécurité, plus vous gagnez la confiance. Et plus vous gagnez de confiance, plus vous avez des chances de gagner des affaires. Maintenant, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, sur les 5 dimensions, vous avez aussi la dernière dimension, c'est la sécurité. Je vous invite à télécharger le rapport complet sur notre site Internet. Si tel est le cas, veuillez saisir votre téléphone portable, utiliser votre appareil photo et pointer sur le QR code pour accéder à la bonne page web. Si vous souhaitez utiliser le lien, veuillez vous rendre sur mercury.net et le rapport sur l'état futur de la confiance. Alors, vos questions, vos remarques. Alors, je vois qu'il y a 3 questions qui sont posées dans le chat. Ces critères sont-ils les mêmes partout dans le monde et où peut-on imaginer des différences d'une nation à une autre? Alors, la confiance, ce n'est pas une question de nationalité ou d'un lieu, d'un autre pays à un autre. Les critères sont partout les mêmes. Les 5 dimensions, ce sont les dimensions cruciales pour gagner la confiance. Peut-on vraiment regagner la confiance lorsqu'elle est perdue? Alors, la confiance peut être perdue à un moment donné, mais vous avez donc des clés en main pour retravailler comment on peut gagner de nouveau la confiance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, mais on peut travailler dessus. Alors, pouvez-vous faire cette conférence en entreprise lors d'une convention? Bien évidemment, ça sera avec grand plaisir que moi ou quelqu'un de Mercury viendra dans votre entreprise pour expliquer cette conférence ou partager avec vous des moments sur comment on peut vous accompagner dans les techniques de vente, de management, comment on peut travailler ensemble pour que vous allez gagner plus de confiance avec vos clients. C'est tout pour les questions. La seule chose qui me reste à vous dire, c'est merci de votre confiance. Connectez-vous avec moi sur LinkedIn.
Si vous avez des questions, vous pouvez m'adresser directement, m'envoyer un mail ou d'aller directement sur le site internet de Mercury. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, un grand merci. Ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc, bonne journée à vous tous.